Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Vous êtes plongé, Franck, dans le numéro 28 du magazine Le Monde Histoire et Civilisation, National Geographic. Un numéro dans lequel on trouve un article de Robert Solé qui a retenu votre attention. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Cet article de Robert Solé, grande signature du quotidien Le Monde, bien sûr, s'intitule « Champollion en Égypte, le voyage d'une vie ». Je suis ravi que son auteur puisse être des nôtres aujourd'hui. Pour commencer l'émission, je vous propose de revivre les émotions de découvreur de Jean-François Champollion. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Aujourd'hui, tout le monde connaît ou pense connaître l'Égypte. La vie au temps des pharaons est enseignée dans les collèges. Néfertiti et Cléopâtre sont devenus des stars de l'histoire et les plus gros tirages de l'édition sont pour des romans historiques qui ont pour cadre le Nil, Karnak, Thèbes, Luxor, la vallée des rois. Mais dites-vous bien que tout cela, c'est à Jean-François Champollion que d'une certaine manière nous le devons. Avant lui, pendant des siècles interminables, l'Égypte n'avait été qu'un gigantesque champ de ruines avec ses vestiges muets, presque absurdes pour certains. On connaissait évidemment les sites, on admirait les temples et les pyramides, mais on n'avait que peu d'idées de la civilisation qui les avait édifiés. On regardait avec des yeux ronds ces kilomètres de parois sculptées de hiéroglyphes en creux sur les murs extérieurs, en relief sur les murs intérieurs, vous savez. On n'avait pas, en vérité, d'idées très précises de ce que ces archives de pierre avaient à nous dire. Et bien sûr, le défi était dans l'air et les tentatives de déchiffrage avaient déjà été nombreuses. De ce point de vue, Champollion est bien l'enfant de son temps. Seulement, disons-le, avant lui, les savants avaient fait chou blanc. Pour réussir là où tout le monde avait échoué, il allait falloir une invraisemblable conjonction de circonstances. D'abord, dites-vous bien que Jean-François est né en 1790, c'est-à-dire qu'il a tout juste 10 ans au moment de la fameuse expédition militaire, mais aussi et surtout scientifique et artistique, conduite en Égypte par Bonaparte. L'expédition en question rentre à Paris quand il a justement 10 ans. 175 lettrés civils sont de retour à ce moment-là, avec dans leur bagage des trésors. Le dessinateur de l'expédition n'est autre que Vivant Denon, vous imaginez ça, dont les planches seront publiées à grands frais un peu plus tard dans la description d'Égypte. Naturellement, Champollion ne va pas être le dernier à découvrir tous ces trésors. Et surtout, en août 1799, à 70 km environ d'Alexandrie dans le delta du Nil, un certain nombre de militaires français avaient fait une découverte. Ils avaient découvert la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Ils ont trouvé une tablette de granit noir qui fait 1 mètre de haut sur 75 cm de large et qui donc a été découverte à Rosette, d'où son nom de pierre de Rosette. On était en train de faire des travaux de renforcement sur les substructures d'un fort turc et on a donc découvert là cette pierre, morceau de granit poli, gravé de 3 textes. En haut des hiéroglyphes, les hiéroglyphes immémoriaux de l'Égypte antique. Tout en bas, un texte de grec ancien, donc on peut lire quasiment, on peut dire un livre ouvert. Et entre les deux, un texte en démotique, c'est-à-dire dans une langue populaire, dans un grec abattardi, si l'on veut. 2 jours après cette découverte essentielle, Bonaparte était rembarqué pour Paris. Il avait laissé les Anglais invaincus sur place. Et la pierre de Rosette est tombée entre les mains du major général Turner, qui va l'envoyer non pas à Paris bien sûr, mais à Londres. Elle va être englobée dans les collections du British Museum, où elle se trouve toujours à l'heure où je vous parle. Bon, ce n'est pas si grave, les Français ont eu le temps d'en prendre copie, et c'est sur ces copies que vont travailler les candidats au déchiffrement. Le ministre de l'Intérieur, Chaptal, qui s'occupe des Beaux-Arts, confie les copies de la pierre de Rosette au plus prestigieux des orientalistes de l'époque, Sylvestre de Sacy, qui va établir d'abord une traduction précise de l'inscription du bas, celle en grec. Ça ne pose pas de problème. Le texte est daté de 196 avant notre ère. C'est un décret pris par une assemblée de prêtres égyptiens pour le service du pharaon Ptolémée V Épiphane.
Alors, on monte un palier, si je puis dire, vers le texte en démotique. Sylvestre de Sacy parvient à repérer un certain nombre de noms propres dans ce texte. Ptolémée, Alexandre, Alexandrie, Arsinoé, Épiphane, etc. Il va pas tellement plus loin et malgré la collaboration d'un savant suédois, il bute sur l'aspect idéographique des symboles égyptiens. Pour aller plus loin, il faudrait peut-être lire et parler couramment, j'allais dire depuis l'enfance, un certain nombre de langues anciennes de la région. Voilà peut-être une autre clé de notre affaire. Et bien précisément, au même moment, dites-vous qu'un garçon de 11 ans va se mettre en situation de réunir ces conditions. Il a suivi son grand frère venu travailler à Grenoble en provenance de Figeac dans le Lot, où nous allons nous rendre tout à l'heure. D'ailleurs, on appelle son grand frère aujourd'hui, pour le distinguer de l'autre, Champollion-Figeac. Leur père tient une librairie à Figeac et on peut dire qu'à 5 ans, le petit Jean-François a appris tout seul à lire dans un missel. Il a déchiffré la langue, ce qui fait que, eh bien, il va enchaîner, si je puis dire, les savoirs linguistiques et qu'à 11 ans, il parle le latin, le grec ancien, l'hébreu. Champollion Figeac, donc, sait que son petit frère va faire de grandes choses. Il faut vous dire que avant sa naissance, un devin, comme il en existe à l'époque un peu partout dans nos provinces, vous savez, un devin a dit à ses parents que cet enfant-là serait un jour la lumière des siècles à venir. C'est intéressant quand même. Le préfet de l'Isère à l'époque n'est autre qu'un certain Jean-Baptiste Fourier. C'est le célèbre savant. Et un jour qu'il est en train d'inspecter l'école du petit Jean-François, l'instituteur a poussé le gamin en avant et le préfet est très heureusement surpris par l'intelligence de cet enfant au fort accent du sud-ouest. Voyant que l'enfant connaît déjà bien ce qu'on peut savoir à l'époque de l'Égypte, il l'invite à venir voir ses propres collections rapportées d'Égypte. Et là, l'enfant est fasciné par ces hiéroglyphes qu'il touche du bout des doigts. Est-ce qu'on peut les lire, demande-t-il. Ah non, dit Fourier, non, pas encore. Eh bien moi, dit l'enfant, moi je les lirai. À 13 ans, Jean-François pratique déjà l'arabe, le chaldéen, le syriaque. Par passion pour cette Égypte mystérieuse dont tout le monde parle, il s'est même mis au copte. Sans qu'il s'en aperçoive, la passion de l'Égypte est en train tout simplement de prendre possession de lui. Et 2 ans plus tard, il va réaliser une étonnante carte historique dont la réputation sera bientôt telle que l'Académie de Grenoble, société savante locale, va lui réclamer une communication. Ah ben en guise de communication, il fournit un véritable ouvrage. Ce sera l'Égypte des pharaons. C'est ainsi qu'en septembre 1807, on est en plein empire, à peine sorti du lycée, le jeune Jean-François Champollion, qui donc a 17 ans, est élu à l'unanimité membre de l'Académie de Grenoble à 17 ans. C'est un fort en thème, qu'est-ce que vous voulez. Il est assez étonnant. Vous voyez à qui vous avez affaire d'une certaine manière. Alors, il faut vous dire que son grand frère a l'idée et l'intelligence de l'envoyer à Paris. Il sent que cet enfant-là est surdoué, qu'il faut l'aider, bien entendu. Changement complet de vie pour Jean-François, qui va mener à Paris l'existence d'un étudiant pauvre et solitaire et s'abîmer littéralement dans l'étude des langues anciennes, à commencer par le copte. Or, un beau jour, Champollion apprend qu'on peut, à Paris, rencontrer des gens qui parlent couramment le copte. Ça paraît incroyable, mais oui, ce sont des fidèles des troupes de Bonaparte, des armées de Bonaparte, qui sont rentrés d'Égypte avec le gros des troupes et qui fréquentent couramment la paroisse Saint-Roch. Évidemment, Jean-François se rend à Saint-Roch pour les rencontrer. Il est accueilli par ce petit monde, évidemment. Il va rencontrer aussi, par la même occasion, un certain nombre de vétérans de l'expédition de Bonaparte, dont Sylvestre de Sacy lui-même, qu'il passionne d'ailleurs par son érudition. Il rencontre aussi Jomard, qui va être jaloux de sa fameuse carte. Mennecourt, qui est épaté de sa connaissance certes livresque, mais connaissance assez précise de contrées que lui a véritablement traversées. En 1808, ces grandes relations vont se révéler utiles pour permettre aux jeunes érudits d'échapper à la conscription. On est en plein dans les guerres napoléoniennes. On peut penser que la santé défaillante de Jean-François n'aurait pas suffi à le faire réformer. À force de s'abîmer dans le travail, il faut dire qu'il est mal nourri, qu'il ne sait pas se chauffer et tout ça. Ce jeune homme a fini par contracter la tuberculose. Il est sujet à des quintes terribles. Et c'est à ce moment-là qu'il s'intéresse enfin aux hiéroglyphes. Il va bientôt les déchiffrer sous vos yeux.
quelques notes du Requiem de Mozart à l'instant sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les pas de Jean-François Champollion et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jean-François Champollion, il était surdoué, on peut dire ça comme ça, à 13 ans, il parle plusieurs langues, à 15 ans, il fait sa carte historique, l'Égypte des pharaons, à 17 ans, il est à l'Académie de Grenoble, il est accepté à cette académie. Et il C'est une société savante, vous savez, comme il en existe un peu partout dans les grandes villes. Exactement. Il tombe malade à l'âge de 18 ans et il décide, après cette maladie, de s'intéresser aux hiéroglyphes. Comment il en arrive là? Mais vous savez, d'abord, il s'intéresse aux hiéroglyphes depuis toujours, d'une certaine manière, et puis surtout, il est tombé sur une publication assez aberrante. Pour tout vous dire, un jour qu'il se rend au Collège de France pour assister à une lecture, un de ses camarades lui dit « Ça y est, on vient de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens ». Oh, alors ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ah bah oui, c'est une déception. C'est terrible. Alors il se procure l'ouvrage dont on parle. En fait, c'est une espèce d'opuscule d'Alexandre Lenoir. Alexandre Lenoir qui a écrit un livre qui s'appelle Nouvelles explications sur les hiéroglyphes. Ces nouvelles explications, en fait, sont un tissu d'incohérences. Et c'est souvent comme ça que naissent les grandes œuvres. Vous savez, c'est par dépit, par réaction à un ouvrage insuffisant. Et c'est exactement ce qui va se passer. Là, on peut dire que Jean-François se met au travail. Un travail qui va quand même durer 12 ans. Alors, d'abord, il faut arriver à s'abstraire de toutes les idées fausses qu'on a pu véhiculer sur les hiéroglyphes. Strabon, Diodore de Sicile ont fourvoyé des générations de chercheurs en affirmant que les signes étaient des idéogrammes à portée seulement symbolique. Donc, on s'est dit, c'est pas la peine de chercher une dimension phonétique ou phonique. Il n'y a pas de phonème dans ces... Bon, toutes sortes d'érudits ont essayé même d'expliquer que les hiéroglyphes étaient de nature astrologique, voire décorative. Bref, l'intuition de Champollion, soutenue par les travaux d'un autre érudit, Thomas Young, c'est que ces signes sont certes pas alphabétiques, mais qu'ils sont bien phonétiques, que chaque hiéroglyphe désigne peut-être une idée ou un concept, mais qu'il est aussi un phonème, c'est-à-dire un son. Ça le passionne, ça lui prend tout son temps. C'est quand vous êtes dévoré par une sorte de fièvre d'explication. C'est merveilleux, ça. Bon, il faut bien vivre en attendant. En juillet 1809, il a 18 ans. Il est déjà docteur, hein. Il est nommé professeur à l'université de Grenoble. Il le sera jusqu'en 1815, date où il perd son poste pour avoir manifesté son soutien à Napoléon, qui à l'époque était en train de rentrer de l'île d'Elbe, vous savez. Mais bien sûr. Donc, il perd son poste à Grenoble, voilà exilé à Figeac, mais il continue peut-être d'autant plus à travailler sur ces hiéroglyphes, et là il progresse à pas de géant. Rappelez-vous, grâce au texte grec, on sait maintenant que la pierre de Rosette est un hommage à Ptolémée Épiphane. Champollion se dit qu'il doit pouvoir retrouver le nom de ce roi dans le texte. Or, justement, certains des hiéroglyphes de la pierre de Rosette sont entourés, sont dans une mandorle, dans ce qu'on appelle précisément un cartouche. Il place les lettres de Ptolémée sous les signes du cartouche. Ah oui, pour l'instant, il ne va pas plus loin. Et c'est là qu'intervient l'obélisque de Philae, qui a été ramené en Grande-Bretagne et qui porte, lui, 2 inscriptions également hiéroglyphiques et grecques, très utiles. Et on a là les noms de Ptolémée, de Cléopâtre. Ça va permettre donc de déchiffrer ces mots-là qui sont toujours dans des cartouches. On trouve aussi les noms d'Alexandre, de Tibère, de Domitien, de Germanicus. Bref, on peut dire que Champollion, à ce moment-là, a déjà progressé. Et en septembre 1822, les 2 reproductions de bas-reliefs pleins de hiéroglyphes, 2 reproductions lui sont adressées. Sur la première, qui est consacré au sanctuaire d'Abou Simbel, Champollion repère dans un cartouche le phonème Mess. Celui-là, il le connaît, il en est sûr. Et au-dessus, il y a le disque solaire. Ré, ou Ra, si vous voulez. Ra, Mess. Il se dit, si c'était Ramsès. Là, ça commence à devenir intéressant. On imagine son cœur qui se serre. 2e feuillet, vite, on voit l'ibis de Thoth. Et toujours le phonème de Mess. Thoth, Mess. Et si c'était toute Mess? La lumière se fait dans son esprit. Il en est maintenant absolument, intimement convaincu. Certains signes désignent bien des sons, tandis que d'autres, certes, ne valent que pour l'image qu'ils évoquent.
Champollion, enfin Jean-François, est fasciné par ce qu'il a lui-même découvert. Il détale voir son frère qui travaille tout près de là, au Palais Mazarin. « Je tiens l'affaire », lui dit-il, « je tiens l'affaire ». Ah, il n'en dira pas davantage, puisqu'il tombe littéralement sur le parquet, il s'affale, il tombe en catalepsie, comme si l'émotion de cette découverte avait eu raison de sa conscience. C'est extraordinaire. Il est terrassé par la lumière, on pourrait presque dire, et ça va durer comme ça pendant 5 jours et 5 nuits. À son chevet se relaie son frère, sa femme Rosine, qui a épousé à Grenoble. Vous imaginez quand même l'enthousiasme de Champollion pour en arriver là. Il dit d'ailleurs lui-même, l'enthousiasme seul, enthousiasme en grec c'est le souffle des dieux, hein. L'enthousiasme seul est la vraie vie. Donc il est resté comme ça pendant 5 jours, et au 6e jour, il ouvre un œil, il sourit, et aussitôt il reprend avec son frère la conversation exactement là où il l'avait laissée. Fallait qu'il fasse une pause. Il se relève, et en quelques heures, d'une plume qui, sur le papier, ne parvient pas à suivre la vitesse de la pensée, le voilà qui rédige sa lettre à Monsieur Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques, c'est bien ainsi qu'il les nomme. À la fin du mois, la lettre en question se transforme en communication devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il va encore falloir 2 années pour établir un véritable dictionnaire et même une grammaire de la nouvelle langue. Quel triomphe, quelle victoire incroyable pour Jean-François, qui maintenant est connu et reconnu et pensionné même par l'État. Il est très curieux d'aller appliquer maintenant sur place ces nouvelles connaissances à des documents inédits. Il va organiser une mission d'études jusqu'à l'endroit, non pas d'abord, il ne pense pas encore à se rendre en Égypte, hein, mais il va se rendre à Florence, et puis à Rome, et puis à Naples, partout où sont les manuscrits, enfin les transcriptions d'hiéroglyphes, et puis surtout à Turin. C'est là qu'il va découvrir de véritables merveilles. Faut quand même imaginer ce qui est en train de lui arriver, page après page, jour après jour. Ce que Jean-François Champollion est en train de réveiller, de ramener au monde, c'est une civilisation dont on avait tout oublié. Il est en train de redécouvrir des mœurs, des pratiques funéraires, des fêtes, bref, tout ce qui s'était abîmé depuis si longtemps, tout ce qui n'avait plus existé depuis plus de 15 siècles. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je suis tout à l'Égypte, elle est tout pour moi. C'est Jean-François Champollion qui disait ça, un grand passionné de l'Égypte qui a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes. Il vient tout simplement, Franck, de livrer au grand jour l'histoire de l'Égypte. C'est ça, il la découvre peu à peu, il l'écrit si je puis dire. J'ai vu rouler dans ma main des noms d'années dont l'histoire avait totalement perdu le souvenir, dira-t-il. Des noms de dieux qui n'ont plus d'autel depuis 15 siècles. Et j'ai recueilli, en respirant à peine, craignant de le réduire en poudre, tel petit morceau de papyrus, dernier et impur refuge de la mémoire d'un roi qui, de son vivant, se trouvait peut-être à l'étroit dans l'immensité du palais de Karnak. C'est une émotion inouïe qui l'étreint évidemment. En 1826, le roi Charles X nomme Champollion à la tête du nouveau département égyptien du Louvre. On peut dire que c'est une consécration, mais ce n'est pas encore le véritable couronnement dont rêvait Champollion, puisque le couronnement de sa carrière va intervenir de juillet 1828 à décembre 1829 dans le grand voyage qu'il va pouvoir entreprendre en Égypte même. Enfin. Il en a tant rêvé. Imaginez, il l'a fait revivre cette Égypte, et bien il va la voir maintenant. Alors il est très malade, évidemment, il est faible, il faut l'imaginer toussant, emporté partout, parce que il n'a pas la force parfois, pris de fièvre qu'il est, de marcher, de grimper les abîmes. On le voit remonter le Louvre en felouque dans une sorte de rêve éveillé. On imagine à peine le bonheur qui a dû être le sien, et nous allons parler de tout cela avec Robert Solé dans un instant. Et puis c'est un triomphe parce qu'il est devenu une célébrité et que partout où il arrive, les fellahs l'acclament. C'est l'homme de l'Égypte, littéralement, l'homme qui lit sur les temples à
livre ouvert et qui réattribue les différents monuments à leur véritable commanditaire. Tout ça est extraordinaire. Il découvre Karnak dans toute la magnificence d'un passé qui a l'air simplement figé dans une sorte d'éternité dont lui est capable de livrer le sens, la substance. C'est tout à fait incroyable. Alors évidemment, il découvre également toutes les rapines, les dégradations, l'exploitation invraisemblable dont tous ces sites font l'objet et qu'il va dénoncer d'ailleurs au pacha d'Égypte. En 1831, de retour à Paris, on lui confie la chaire d'égyptologie au Collège de France et pourquoi pas, il va donner quelques leçons, mais là malheureusement la maladie le rattrape. La tuberculose, mais aussi la goutte, le diabète, il est dans un état épouvantable et ça c'est terrible, c'est pas le seul cas qu'on connaisse dans l'histoire de ces savants qui sont dans une sorte de bras de fer avec la mort et qui essaient de lutter, de sauver le plus possible de leur vie pour sauver un peu de savoir de ce qu'ils peuvent transmettre. Mon Dieu, dit-il, donnez-moi encore 2 ans, pourquoi pas ? Et puis quand il voit vraiment, on est là en janvier 1832, que les choses vont mal, le 27 janvier 1832, il écrit « Il y aurait encore tant de choses là-dedans » et il se frappe le front. Eh oui, mais ça, on ne les aura peut-être jamais. Le 29 janvier, il est entièrement paralysé, il ne peut même plus parler. Alors les témoins qui sont là autour de son lit sont effondrés par ce spectacle terrible, on le voit, avec ce regard qui semble chercher de l'aide, qui brûle l'âme de ceux qui l'entouraient, nous dira un témoin. Il recouvre la parole le 3 mars. Mais c'est seulement pour adresser ses adieux à sa femme, à son frère. Il regarde les objets de sa collection et c'est dans cette sorte de consolation très imparfaite qu'il s'éteint. Il n'a que 41 ans, vous imaginez. Il s'éteint donc en mars 1832, encore plein d'un enthousiasme qu'il ne trouvera pas à s'épancher. Il l'avait dit, nous le redisons pour lui, l'enthousiasme seul est la vraie vie. Bonjour Robert Solé, merci d'être avec nous. Nous allons à vos côtés revivre le voyage en Égypte du grand Champollion. La bande originale du film Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, film de Luc Besson et musique signée Éric Serra sur Europe 1. Eh bien, Franck Ferrand, avec son invité Robert Solé, journaliste et écrivain, vont vous faire revivre cet après-midi l'extraordinaire aventure de Champollion en Égypte. Et oui, car c'est vers la fin de sa vie, évidemment, qu'intervient ce grand voyage de Champollion en Égypte. Et pour lui, c'est la consécration extraordinaire. Il en a rêvé de l'Égypte depuis son plus jeune âge. Il l'a fait découvrir aux autres par la transcription qu'il a donnée des hiéroglyphes. Et nous y reviendrons tout à l'heure, Robert Solé. Mais il se trouve qu'enfin, il peut la découvrir. Dans quel état d'esprit entreprend-il ce voyage ? Imaginez un peu son enthousiasme, son impatience, son émotion. L'Égypte, il l'a étudiée à distance. Cette Égypte qui l'a fasciné. C'est une Égypte livresque, en fait. Absolument. Alors, il a fait une découverte extraordinaire qui lui aurait valu aujourd'hui le prix Nobel.
un prix Nobel. Et là, il va aller sur place vérifier sa méthode. Vérifier parce que elle ne fait pas l'unanimité. Champollion est encore contesté en 1828 par des jaloux, par des concurrents qui disent mais non, cette méthode ne permet pas de déchiffrer les hiéroglyphes. Eh bien là, il va leur montrer que si, il va aller choisir lui-même sur les parois même des temples, il va aller à la source chercher les textes qu'il va traduire, car il a un travail considérable à faire. On n'imagine pas la masse gigantesque de textes hiéroglyphiques que nous a transmis le passé. Il ne va pas seul, ce n'est pas un voyage solitaire, il va à la tête d'une mission franco-toscane. Il est un peu le général, ses collaborateurs d'ailleurs l'appellent le général, c'est très organisé. La nouvelle expédition Bonaparte, si on peut dire, 25 ans plus tard. Oui, d'une certaine façon. Mais alors dès qu'il met le pied à Alexandrie, il est comme un coq en pâte. Il dit « je suis égyptien », il se sent égyptien. Oui, la chaleur n'a pas d'effet sur lui. Non, mais rien tout. C'est comme si c'est comme un pays natal qu'il découvre. Alors, ce qui le touche énormément, c'est que ce qu'il voit de l'Égypte de son temps correspond exactement à ce qu'il a étudié de l'Égypte antique. Il y a une permanence de cette Égypte éternelle qui le touche énormément. Oui, cette Égypte, elle est là, elle n'a d'une certaine manière pas changé, même si la civilisation, elle, s'est complètement transformée, peu importe. Il y a comme des éléments inchangé dans la culture, dans ce qu'il découvre, dans les modes de vie, dans la façon d'être. Mais c'est une Égypte paysanne à 95%, et donc elle n'a pas tellement changé, les méthodes n'ont pas changé, le paysan égyptien, le fellah, n'a pas changé, et ça le touche énormément. Donc il arrive, il s'embarque en France en juillet 1828, à bord d'un navire. Il faut dire qu'il est d'une santé fragile quand même, donc c'était difficile d'envisager un tel déplacement. Oui, mais il y tenait tellement, il va se donner tout entier à ce voyage. Donc il débarque en août 1828 à Alexandrie, et à partir de là, il va remonter le Nil. Il va remonter le Nil, va s'arrêter au Caire et ensuite, évidemment, découvrir tout ce qu'avaient découvert d'une certaine façon les savants de Bonaparte dont vous avez parlé. Simplement, lui, il arrive avec une clé. Ces savants, ces artistes qui accompagnaient Bonaparte étaient admiratifs, copiaient les hiéroglyphes, mais sans les comprendre. Lui, il arrive avec la clé. Ah, ça c'est formidable. Il arrive à l'automne, novembre 1828 à Thèbes, dont il a tant parlé, dont il a tant rêvé, et qu'il découvre, en tout cas dans les vestiges qu'elle a conservés. Oui, alors il va découvrir notamment les obélisques, les obélisques de Luxor, et il écrit immédiatement à son frère. Parce qu'à l'époque, les obélisques sont encore sur place, précisément. Oui, et c'est le seul temple d'Égypte qui est encore 2 obélisques debout. Et il écrit immédiatement à son frère dont vous avez parlé, Figeac, qui est à la fois son aîné, son parrain, son mentor, son avocat, ça sera d'ailleurs son éditeur posthume. Il lui écrit en disant il faut absolument que ces 2 obélisques reviennent à la France. Il faut intervenir auprès du pacha d'Égypte pour que nous obtenions ces obélisques. Et en quelque sorte, la France, à travers lui, les a mérités, ces obélisques. Alors il y en a un qui finira à Paris, quand même. Les 2 ont été, alors c'est une longue histoire, mais les 2 ont été offerts à la France. On a mis tant de temps et avec tant de difficultés pour en rapporter un seul qu'on a renoncé au second. On s'est contenté du premier qui trône, je l'ai encore vu ce matin, au milieu de la place de la Concorde à Paris, bien entendu. Quand il découvre Thèbes, on peut dire que il n'est pas déçu par les vestiges qu'il a sous les yeux. Au contraire, c'est encore plus incroyable que ce qu'il imaginait jusqu'alors. Alors, il fait une sorte d'aller-retour, c'est-à-dire qu'il va d'abord remonter le Nil jusqu'au Soudan, jusqu'à Boussimbel et même au-delà. Voilà. Et ensuite, beaucoup plus calmement, revenir étudier tout ce qu'il a vu. Mais évidemment, dès la première visite à Thèbes, Luxor, c'est l'enchantement. Il sera déçu, en revanche, quand il ira à Philae, près d'Aswan. Cet art tardif gréco-romain ne lui plaît pas. Ptolémaïque. Bizarrement, alors que ça nous enchante.
L'île de Philæ, oui, c'est un chef-d'œuvre dans son genre, mais lui ne rêve que de l'Égypte pharaonique ancienne, celle de Ramsès, des 18 et 19e dynasties, même au-delà. Et quand il arrive évidemment à Abu Simbel, ces deux temples creusés dans la roche, là c'est l'éblouissement. Mais alors là, le Champollion malade dont vous parliez, il fait très très chaud. Oui. Il fait très chaud. C'est une fournaise, un véritable hammam. Il va falloir qu'il entre dépouillé de ses vêtements, y passer 2 heures dans cette fournaise. Il n'y a pas d'électricité, bien entendu. Mais alors on est dans le noir, avec des bougies, imaginez un peu. Et en plus, il est malade. Et il est malade. Et en même temps, il travaille. Par la goutte, il n'est pas là pour se promener, il est là pour travailler. Et ils sont en train de copier tout ce qu'ils trouvent. Il espère faire même des découvertes. Au-delà des découvertes de texte, il aimerait bien attacher son nom à un nouveau site, à quelque chose de... Oui, mais il n'a pas le temps. Il a déjà tant à faire à copier tous ces textes qui ensuite seront épluchés et vont révéler toute cette Égypte qui était muette jusqu'alors. C'est tout à fait incroyable ce qui se passe, bien entendu. Il n'aura, comme vous le dites, pas vraiment le temps. C'est un crève-cœur en quelque sorte. On aurait adoré qu'il puisse s'installer là-bas et qu'il y passe 20 ans. Ça aurait été magnifique. En même temps, il est à l'origine de toutes les fondations qui vont se créer par la suite en cela Égypte. dit, il va quand même passer 6 mois à Luxor, sur l'autre rive. Il va habiter d'ailleurs dans une tombe. La tombe de Ramsès IV. Oui. Pourquoi la tombe de Ramsès IV? Parce qu'elle est un peu aérée, elle est plus fraîche que les autres. Oui, elle est plus fraîche que les autres. Et là aussi, il va travailler, continuer avec toute son équipe. Alors, en même temps, il découvre un certain nombre de dégradations, de monuments, etc. Il va se faire lanceur d'alerte pour l'occasion. Il va signaler. Il est affolé par le fait que les paysans brûlent les papyrus, par exemple, que le gouvernement lui-même se désintéresse totalement des vestiges pharaoniques. Pourquoi? Parce que c'est avant l'islam, parce que c'est païen, parce qu'on n'en voit pas l'importance. Et il va, à la fin de son voyage d'ailleurs, rédiger un mémoire qu'il va remettre au pacha d'Égypte, Métali, pour lui dire surtout qu'on ne touche à aucune pierre. Mais Métali s'en fiche éperdument et ça n'aura pas d'effet. D'ailleurs, il va offrir à la France les 2 obélisques, ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Mais Champollion, ça peut paraître contradictoire. Il fait venir les obélisques en France et il demande qu'on ne déplace pas une seule pierre. Mais Champollion n'est pas un pilleur, comme les pilleurs de l'époque. Champollion veut mettre quelques objets, comme les obélisques, sous le regard des Européens, pour leur montrer la grandeur de la civilisation égyptienne. Et paradoxalement, c'est un moyen de sauver le reste en intéressant les Français et les Anglais notamment à cette affaire d'Égypte. À l'époque, c'est vrai que les gens du nord de l'Italie étaient aussi passionnés par l'Égypte. En intéressant les populations, en les éduquant, en les rendant elles-mêmes passionnées d'Égypte, il sait très bien que plus tard, ce sont autant de gens qui viendront protéger et comprendre ce pays. Nous allons revenir, si vous voulez, dans un instant sur les circonstances du déchiffrement des hiéroglyphes. Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jean-François Champollion, celui qui a mis devant les yeux du monde entier l'histoire de l'Égypte grâce au déchiffrage des hiéroglyphes. Et cette histoire de Champollion, nous la découvrons avec Robert Solé, qui est écrivain journaliste, qui a signé l'article consacré à Champollion, le père de l'égyptologie, dans Le Monde, Histoire et Civilisation, National Géographique, en partenariat avec Europe 1. Vous êtes nombreux à réagir à cette émission cet après-midi. Il y a Hubert qui vous pose cette question à vous, Franck, et à Robert Solé. L'obélisque de la Concorde ne cesse d'être réclamé par l'Égypte, n'est-ce pas? Non, la réponse est non. L'Égypte ne réclame pas l'obélisque de la Concorde. L'Égypte part du principe que c'est une vitrine formidable pour l'Égypte, comme d'ailleurs tous les objets qui se trouvent dans les musées européens. Mais on peut dire que
Alors là, sans vouloir se faire un défenseur ou un adepte de la théorie des états historiques, on peut dire qu'aujourd'hui, l'obélisque fait au moins autant partie du paysage parisien qu'elle a fait, il y a très longtemps, partie du paysage de Luxor, bien entendu. Floriane nous dit que la tombe de Champollion est au Père-Lachaise et que sa simplicité est surprenante. Tout est relatif parce que c'est quand même la simplicité en question. La tombe est ornée d'un grand obélisque, justement. Hein. Elle est assez Champollion est enterré près de Fourier, d'ailleurs, qui est également... Nous parlions tout à l'heure, oui. Vous savez qu'au Père-Lachaise, il y a beaucoup d'Égyptiens, entre guillemets. Oui, c'est ça. Beaucoup d'anciens de l'expédition d'Égypte, notamment. Oui, mais c'était l'époque, c'est le grand cimetière de leur temps et de leur époque. Alors justement, au moment où le jeune Champollion fait ses études, au moment où il commence à s'éveiller à ces questions, on est dans le retour de l'expédition d'Égypte, ce qu'on appelle l'époque retour d'Égypte, qui a quand même passionné toute une époque. Avant Champollion déjà, on commence à s'étonner, à s'intéresser à l'Égypte. C'est le début de la fièvre. Hein. C'est plus qu'un intérêt, c'est une passion. C'est une fascination. Oui. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'égyptomanie. Mais oui. Ça a un autre sens plus technique, l'égyptomanie. Mais là, c'est la fascination pour l'Égypte. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Égypte, c'est que l'égyptomanie va aider l'égyptologie. Et en revanche, chaque nouvelle découverte égyptologique va relancer l'égyptomanie. On le verra en 1922 avec la découverte de la tombe de Toutankhamon. Par Carter et Carnarvon. Donc égyptomanie et égyptologie se nourrissent l'une de l'autre. Oui. Les Anglais ont-ils un peu d'avance sur les Français, dans une longueur d'avance sur les Français dans cette recherche égyptologique avant l'heure? Mais même dans le déchiffrement lui-même, vous savez qu'il y avait Champollion avait des concurrents. Il avait des concurrents et notamment son grand concurrent était anglais. C'est le médecin Thomas Young, un surdoué comme lui. Et Thomas Young, de son côté, avancé lui aussi. Champollion l'a devancé dans la finale, je dirais. Et très longtemps, au British Museum de Londres, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, Thomas Young et Champollion étaient mis des deux côtés de la pierre de Rosette au même niveau. Les Anglais ont fini par rectifier quand même et à reconnaître que Champollion est vraiment le déchiffreur des hiéroglyphes. Et Champollion s'est définitivement imposé maintenant. Simplement, Champollion s'est servi évidemment de tous les travaux de ses prédécesseurs parce qu'on avançait par petites touches. Oui, et par intuition. Il y a des gens qui ont le sens des langues comme d'autres sont des mathématiciens nés, si je puis dire. Je me rappelle une très ancienne interview qu'avait donnée Georges Dumézil à Bernard Pivot, disant que le seul moyen d'apprendre une langue dont on ne possède pas de grammaire, disait-il, c'est d'ouvrir simplement un texte et de le lire. Et puis, disait-il, au bout de quelques dizaines d'heures, vous imaginez, il faut quand même un peu de patience, c'est ça. Eh bien, on finit par comprendre la langue, avec la très grande habitude qu'offre évidemment la pratique de la linguistique. En l'occurrence, Champollion était un peu de cette race-là, si je puis dire. C'est un des atouts de Champollion, effectivement. Il est passionné de langue et d'histoire. Champollion a plusieurs atouts, en fait. Ça, c'est l'atout numéro 1. Mais Champollion est aussi un travailleur acharné. Champollion, contrairement à Jung, par exemple, aime l'Égypte à distance. Cette Égypte, il lui appartient à distance. Il ne l'a jamais vue. Il n'a jamais même vu la pierre de Rosette. Il n'a travaillé que sur un estampage. Des reproductions. Mais alors ça aussi. Et puis, il a un autre atout, un quatrième atout, qui est quand même son frère. Son frère Figeac, qui va beaucoup l'aider et lui transmettre cette passion de l'Égypte. L'intuition du caractère phonétique, en partie phonétique des hiéroglyphes, comment a-t-elle germé dans l'esprit de ce jeune Champollion ? Mais c'est-à-dire que tous les chercheurs, depuis le XVIIe siècle, se heurtaient chaque fois à un mur. Les uns disaient... C'est le cas de dire, en l'occurrence. Oui. Les uns disaient c'est une écriture phonétique, c'est-à-dire que les signes représentent des sons. D'autres disaient c'est une écriture idéographique. Chaque signe représente une idée. Autrement dit, un oiseau à la chinoise, représente, etc. Et le génie, finalement, de Champollion, ça a été de comprendre qu'un même signe peut être soit phonétique, soit idéographique. Ça, c'est et que finalement, cette écriture égyptienne, elle comprend, pour dire les choses simplement, 3 sortes de signes. Certains sont phonétiques,
d'autres sont idéographiques, et les troisièmes sont des déterminatifs qui ne se lisent pas, mais qui permettent de savoir à quoi on a affaire. Et voilà. Et ce sont des clés comme sur une partition musicale. Voilà. Et à partir du moment où on part de ce principe, évidemment, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Cela dit, les Égyptiens sont allés encore plus loin parce qu'il fallait exprimer des notions plus abstraites. Comment exprimer le vent? Alors ça sera une voile gonflée. Mais comment exprimer le courage? Alors là, on entre dans l'abstraction et ça devient très difficile. Ce qui fait que les Égyptiens ont conçu des rébus qui permettent, vous l'avez dit à propos des noms des pharaons, qui permettent justement, de manière phonétique, de reconstituer des mots qu'on ne pourrait pas exprimer autrement parce qu'ils sont trop abstraits. On imagine l'émotion qui a dû être celle de ce jeune chercheur lorsqu'il a compris, en travaillant sur les cartouches, c'est-à-dire sur les parties, sur les espèces d'ovales qu'on trouve sur les inscriptions hiéroglyphiques, quand il a compris que ça correspondait au nom des différents empereurs, au nom des différents généraux, etc. Ça a dû être un moment inouï. C'est une des étapes. C'est la première étape. Après, il y en a tellement et tellement pour aller vers l'abstraction, vers la compréhension des textes. Est-ce qu'il est allé au bout de cette découverte? Est-ce qu'on peut dire qu'à sa mort, Champollion était capable de déchiffrer n'importe quel texte hiéroglyphique? Oui, il était capable. Simplement, sa grammaire n'était pas finie. Elle a été complétée par son frère, Figeac, qui l'a publiée. Et depuis, on a affiné un petit peu les choses. Mais l'essentiel était là. Et quand vous voyez la grammaire de Champollion, d'abord, c'est un texte énorme. Énorme parce qu'il y a des masculins, des féminins, des singuliers, des pluriels, des adjectifs, etc. Des suffixes. Oui, c'est en quelque sorte un univers à part entière. Il aurait fallu à Champollion des décennies pour s'en rendre véritablement maître. Hélas, la vie lui a fait défaut. Il n'a pas pu, le temps lui aura manqué. Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Jean-François Champollion. On en parle cet après-midi avec Robert Solé, écrivain et journaliste. Ah oui, alors j'aurais aimé qu'on revienne un peu sur la vie de Champollion, si vous le voulez, Robert Solé. Il a été quand même, vous nous l'avez dit, soutenu, protégé par ce grand frère qui avait tôt perçu chez lui la flamme d'une intelligence hors du commun. Il est quand même né dans une librairie, ça ne s'invente pas. Il connaissait les livres dès son enfance. Il a toujours été attiré par ce qui, dans les collections, dans les musées, etc., présentait une énigme, un défi, un mystère, en fait. Il fallait il voulait comprendre ce qui se cachait derrière les choses. Oui, alors, simplement, il y a un autre aspect de Champollion. Ça, c'est le chercheur, le travailleur, tout ce qu'on veut, le déchiffreur dans tous les sens du mot. Et en même temps, il y a un autre aspect de Champollion. Il y a le Champollion qui aime s'amuser. Il s'est beaucoup amusé dans sa vie. Il y a le Champollion amoureux. Et oui, j'en ai très peu parlé, mais il faut le dire, oui, bien sûr. Il a été amoureux, notamment d'une belle Italienne, juste avant son voyage en Égypte, Angelica Palli. Il y a le Champollion engagé politiquement, avec son frère. Vous y avez fait allusion. Vous avez fait allusion tout à l'heure. On les surnommait les Champoléons. Et ça leur a coûté très cher, puisqu'il a été exilé. Ensuite, il a perdu son poste universitaire, a été exilé dans sa ville natale de Figeac. Au moment de la deuxième restauration de Louis XVIII. Alors, le frère de Louis XVIII va passer l'éponge, si je puis dire, puisqu'il nomme Charles X, nomme Champollion à la tête du nouveau département d'Égypte du Louvre. Oui. Et là, Champollion va là aussi, le génie de Champollion, il va inventer quelque chose en tant que muséographe. Jusqu'alors, dans les musées, on exposait de belles pièces. Champollion, lui, va exposer des pièces de la vie qui illustrent la vie quotidienne des anciens Égyptiens. C'est tout à fait nouveau pour son époque et il va innover au musée égyptien du Louvre. Oui.
Il faut dire qu'on est dans la création de ce musée, qui va tout à fait dans la suite, évidemment, de la grande expédition d'Égypte, de cette égyptomanie dont vous nous parliez. On est en train de créer au Louvre un musée à part entière, avec des décors qui, aujourd'hui encore, font la gloire, d'ailleurs, du département d'égyptologie du Louvre. Hein, oui, du département d'Égypte. Il a été rénové en grande partie, mais alors, ce qu'il fallait, c'est meubler ce musée. Il fallait des pièces. En parenthèse, on n'a plus, ça c'est un vrai scandale, mais enfin c'est un détail, mais on n'a plus les sublimes vitrines qui avaient été faites pour Charles X, qu'on a remplacées par des espèces de vitrines modernes très laides. Mais en revanche, le décor, lui, autour, est toujours là, bien sûr. Hein. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Simplement, ce musée, il fallait des pièces égyptiennes. Et qui avait ces pièces égyptiennes? C'était les consuls de France et d'Angleterre, qui étaient des consuls antiquaires, qui avaient des fouilleurs en Égypte, qui leur rapportaient des pièces, et ils avaient amassé des collections magnifiques. Et ils arrondissaient leur traitement de cette manière, évidemment. Très largement. Alors, le consul de France, Drovetti, a proposé au roi de France sa collection. C'était trop cher, on a refusé. Elle est partie à Turin. Et c'est la deuxième. C'est une seconde collection Drovetti qui va permettre d'installer le musée égyptien du Louvre. Alors, Champollion s'occupe de tout ça. C'est lui qui met en place les objets à mesure qu'ils arrivent? Non seulement il les met en place, mais il conçoit en effet ce musée, mais il n'a pas tellement le temps, à vrai dire, de s'en occuper, puisqu'il y a ensuite son fameux voyage dont nous avons parlé. Mais bien sûr, oui. Donc là, Et à son retour, il est malade, il n'a pas vraiment le temps. Il meurt donc à 41 ans en 1832. On pourrait penser qu'à ce moment-là, tout va s'arrêter. Pas du tout. Il a eu le temps de transmettre le feu sacré d'une certaine manière. Et ça va être le début, au contraire, d'une véritable efflorescence des études égyptiennes. Oui, sur le coup, c'est une catastrophe. Il y a un coup d'arrêt, oui, sur un catastrophe. Coup, oui, on se dit, il a créé une science et elle est mort-née. Elle est morte avec lui. Elle est née et morte avec lui. Et en fait, c'est un Anglais, Wilkinson, et un Prussien, un Allemand, Lepsius, qui prennent la relève. Et il y en aura beaucoup d'autres ensuite. Y compris des Français, fameux. Alors des Français qui vont créer le musée du Caire, qui vont créer le service d'égyptologie des antiquités égyptiennes, qui sera confié pendant un siècle à des Français jusqu'en 1952. C'est-à-dire que, oui, jusqu'à la fin de l'époque monarchique en Égypte, ce sont les Français qui gèrent cette affaire. Et on peut dire que même avec Nasser, même par la suite, les Français ont conservé une place un peu à part dans l'égyptologie. Mais les Français vont jouer un rôle important dans le sauvetage des monuments de Nubie avec Christian Desroches-Noblecourt. Et il y avait eu Mariette entre les deux quand même, il faut qu'on cite son nom. Il faut citer Mariette, il faut citer Maspero. Maspero, bien sûr. Qui ont été l'un et l'autre des directeurs des antiquités égyptiennes. Est-ce qu'on peut dire que Champollion est resté pour tous les égyptologues, qu'ils soient français, britanniques ou autres d'ailleurs, il y en a beaucoup d'Américains aussi, il faudrait dire, au début du XXe siècle. Est-ce que Champollion reste l'exemple, le modèle, d'une certaine façon? C'est vraiment le fondateur de l'égyptologie. Il est considéré comme le fondateur de l'égyptologie. Tous les autres ont prolongé son travail, l'ont approfondi, mais il est vraiment au cœur de cette discipline. Est-ce qu'il reste aujourd'hui des choses à découvrir encore sur la civilisation égyptienne? De choses, énormément. D'abord, dans les fouilles elles-mêmes, on sait que le sous-sol égyptien regorge de merveilles. On le sait. Mais il n'y a pas que ça. En fait, les égyptologues travaillent dans l'interprétation de ce qui a été déjà découvert. Les documents, les pièces qui ont été déjà découvertes, il faut les étudier. Et là, c'est un travail de plusieurs siècles encore. Oui. Vous pensez que nous n'en verrons jamais le bout d'une certaine manière? Pas nous, en tout cas. Oui. On fait des découvertes. Quelles sont, dans les récentes années, quelles sont les choses étonnantes qu'on a pu découvrir à propos de l'Égypte? Alors, les choses les plus spectaculaires, évidemment, sont relativement anciennes. C'est-à-dire qu'en 1922, c'est le fameux trésor de Toutankhamon. En 1939, c'est la découverte du trésor de Tanis. Mais seulement qui a fait l'objet d'une très belle exposition il y a une trentaine d'années à Paris. Oui, simplement ça arrive à un mauvais moment, au début de la Seconde Guerre mondiale, ça va passer un peu inaperçu alors que c'est une merveille.
Mais depuis, il y a eu beaucoup d'objets d'or, notamment, beaucoup de choses découvertes. La barque au pied de la Grande Pyramide, énormément de choses, c'est sûr. Et ça continue. Oui, on a fait beaucoup de découvertes, mais vous avouerez qu'il n'y a pas dans tout ça de révolution majeure. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas, en tout cas, découvert le fameux secret de la Grande Pyramide, peut-être Alors, ça reste un mystère. Oui. Ça reste un mystère. Dieu sait s'il y a des gens qui travaillent dans tous les pays. y compris des Français. Y compris des... Mais dans tous les pays. Oui, oui. Et il y a 36 thèses. On n'a toujours pas compris comment les Égyptiens avaient fait. On peut trouver comment dire, un souvenir de Champollion à Figeac même. À Figeac, dans la ville de Figeac, il y a une très belle place, une petite place, avec une pierre noire qui reproduit une sorte de pierre de Rosette. La pierre de Rosette, oui. avec ses 3 écritures. C'est superbe. Et puis il y a un musée, bien entendu. Hein, Et il y a un musée des écritures à Figeac, qui est assez récent et qui est petit musée, mais très bien fait. Merci beaucoup Robert Solé. Je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de l'Égypte Passion française, édité aux éditions du Seuil, et puis du dictionnaire amoureux de l'Égypte, chez Plomb bien sûr. Merci beaucoup Anissa. Nous nous retrouvons demain à 14h sur Europe 1. À demain, Franck. Demain, nous réécouterons l'émission consacrée au poète Victor Ségalen.